L'histoire choquante d'un enfant né du ventre d'une vache, histoire du Mondant. La nuit tombait sur le petit village niché au pied des collines verdoyantes. Les sons familiers du crépuscule, le chant des grillons, les appels lointains des oiseaux, emplissaient l'air. Jean-Pierre, un fermier robuste aux mains rugueuses, marchait lentement parmi ses vaches, le regard inquiet. Une de ses bêtes, Margot, une vache qu'il avait élevée depuis sa naissance, semblait agir étrangement ces derniers jours. Elle s'éloignait des autres, refusait de se nourrir correctement, et passait ses nuits à mugir comme si quelque chose la tourmentait. Jean-Pierre s'agenouilla près d'elle, posant une main douce sur son flanc. « Qu'est-ce qu'il t'arrive, ma belle » murmura-t-il. Margot, d'habitude si paisible, tourna la tête vers lui et le fixa avec une intensité inhabituelle dans son regard bovin. Il sentit un frisson courir dans son dos. Était-ce son imagination ou cette vache, qui lui était si familière, lui paraissait-elle soudain étrangère? Au loin, Marie, la sage-femme du village, observait depuis le chemin. Elle était connue pour ses remèdes à base de plantes et ses paroles empreintes de sagesse. Mais certains la regardaient d'un mauvais œil, la traitant de sorcière à cause de ses idées parfois singulières. Ses longs cheveux gris flottaient au vent tandis qu'elle avançait avec précaution. « Jean-Pierre » appela-t-elle doucement. « Cette vache, elle porte quelque chose de différent. » Il se releva brusquement, surpris par sa présence. « Différent? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, cherchant à dissimuler son trouble. Marie posa une main apaisante sur son bras. Depuis des siècles, les animaux ont été porteurs de mystères que les humains peinent à comprendre. Ce que vit Margot n'est pas naturel, mais cela ne veut pas dire que c'est une malédiction. Jean-Pierre recula légèrement, secouant la tête. Ce sont des superstitions, Marie. Ce n'est qu'une vache. Elle est peut-être malade, c'est tout. Marie le regarda intensément, ses yeux clairs brillant dans la lumière vacillante du crépuscule. Écoute ton instinct, Jean-Pierre. Et si je peux t'aider, viens me chercher. Le fermier resta immobile un moment, regardant Marie s'éloigner dans l'ombre grandissante. Ses paroles résonnaient dans son esprit, mais il les repoussa. Il était un homme de la terre, pratique, et il n'avait pas de temps à perdre avec des légendes ou des croyances anciennes. Le lendemain matin, l'agitation au village était palpable. Les voisins parlaient à voix basse, jetant des regards furtifs vers la ferme de Jean-Pierre. Margot était devenue l'objet de toutes les discussions. Certains prétendaient qu'ils avaient entendu des bruits étranges dans la nuit, semblables à des cris humains, d'autres juraient avoir vu une lumière pâle entourer la grange. Jean-Pierre, lui, était épuisé. La vache avait passé une nuit agitée, se couchant et se relevant sans cesse, ses mugissements devenant presque plaintifs. Inquiet pour sa santé, il avait appelé un vétérinaire des environs. Le docteur Lucas arriva en fin de matinée, sa mallette à la main. Après un examen minutieux, il se redressa, l'air perplexe. Physiquement, elle semble en bonne santé. Mais il y a quelque chose d'étrange. Elle semble enceinte. Jean-Pierre écarquilla les yeux. Impossible. Elle n'a pas été en contact avec un taureau depuis des mois. Le vétérinaire hocha la tête. C'est bien ce que je me disais. Mais regardez son abdomen. Jean-Pierre regarda l'animal avec attention. Maintenant que le vétérinaire le mentionnait, il remarqua effectivement un gonflement inhabituel. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Le docteur Lucas haussa les épaules. « Peut-être une anomalie hormonale, ou quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Je vais prendre des échantillons et les analyser. En attendant, surveillez-la de près. » Les jours suivants, l'agitation au village continua de croître. Chaque soir, de plus en plus de villageois se rassemblaient autour de la ferme de Jean-Pierre, certains curieux, d'autres effrayés. Les enfants colportaient des rumeurs exagérées, Margot va donner naissance à un monstre, tandis que les adultes chuchotaient des prières, craignant une malédiction divine. Marie, elle, observait tout en silence, son regard sage parcourant les visages tendus de ses voisins. Un soir, elle prit Jean-Pierre à part. « Il faut te préparer » dit-elle. « Préparer à quoi » répondit-il, exaspéré. Elle baissa la voix, comme pour s'assurer que personne d'autre n'entendait. Ce que Margot porte pourrait changer la vie de ce village. Peut-être même au-delà. Mais cela nécessitera du courage et une ouverture d'esprit. Jean-Pierre la fixa, hésitant entre colère et confusion. « Tu parles comme si tu savais ce qui allait arriver. » Marie hocha doucement la tête. « Je ne sais pas. Mais je sens que c'est important. Et toi aussi, au fond. » Il détourna le regard, secouant la tête. Mais quelque chose dans son cœur, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer, le poussait à écouter les paroles de Marie.
Enfin, le jour tant redouté arriva. La nuit était tombée depuis longtemps, et un orage faisait rage. Margot était agitée, ses mugissements se mêlant au grondement du tonnerre. Jean-Pierre avait allumé des lanternes dans la grange, leur lumière vacillante projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Marie arriva en silence, suivie de quelques villageois plus courageux. « Ça va commencer », dit-elle simplement. Jean-Pierre acquiesça, le visage blême. Il s'agenouilla près de Margot, murmurant des paroles apaisantes. Mais ses mains tremblaient. Les minutes s'écoulèrent, chaque instant semblant durer une éternité. Et puis, cela arriva. Une lumière étrange emplit soudain la grange, comme si une force invisible s'éveillait. Les villageois retinrent leur souffle. Margot poussa un dernier mugissement déchirant, et un cri perça l'air. Mais ce n'était pas un cri animal. C'était un cri humain. Jean-Pierre recula, les yeux écarquillés, alors que Marie s'avançait doucement. Dans la paille, au milieu du sang et des fluides, se trouvait un bébé humain. Un silence terrifiant s'abattit sur la grange. Puis quelqu'un murmura « C'est un miracle ». Marie prit délicatement l'enfant dans ses bras, le nettoyant avec soin. « Ce n'est ni un miracle, ni une malédiction », dit-elle, sa voix résonnant dans le silence. « C'est un nouveau commencement. » Un murmure traversa la foule rassemblée dans la grange. Les visages des villageois reflétaient un mélange de peur, d'émerveillement et d'incrédulité. Jean-Pierre resta figé, incapable de détacher son regard de l'enfant dans les bras de Marie. « C'est impossible » souffla-t-il finalement, sa voix à peine audible sous le bruit de la pluie qui battait contre le toit de la grange. Marie, toujours calme, posa une couverture sur le bébé, qui s'était arrêté de pleurer et semblait maintenant étrangement paisible. « Rien n'est impossible, Jean-Pierre. Seulement des choses que nous ne comprenons pas encore. » Mais ces mots ne firent qu'attiser l'inquiétude de certains. « Ce n'est pas naturel », s'écria un homme, son visage rougi par la colère ou peut-être la peur. C'était Étienne, connu pour sa méfiance envers tout ce qui sortait de l'ordinaire. Un enfant né d'une vache ? Cela ne peut être qu'un signe de malheur. Une femme âgée hocha la tête à ses côtés. « Et si c'était une punition divine ?» chuchota-t-elle, ses mains tremblantes serrées autour d'un chapelet. Marie leur lança un regard ferme, mais sans colère. Si c'était une punition, pourquoi cet enfant serait-il vivant? Pourquoi ne pas voir cela comme un appel à ouvrir nos cœurs et nos esprits? Les jours suivants furent marqués par des débats intenses. L'enfant, que Marie avait prénommé Gabriel, en hommage à l'ange annonciateur, était hébergé dans sa petite maison à la lisière du village. Jean-Pierre passait tous les jours pour vérifier son état, mais il évitait de croiser le regard des autres villageois. Il savait que beaucoup murmuraient dans son dos. Il aurait dû se débarrasser de cet enfant, disait-on au marché. Ou au moins consulter le père Dominique, ajoutait une autre voix. Le prêtre, bien qu'absent lors de l'accouchement, s'était vite imposé comme la figure d'autorité dans ce débat. Lors de la messe dominicale, il s'adressa à ses fidèles d'une voix grave. « Mes chers frères et sœurs, nous sommes confrontés à un événement extraordinaire, mais aussi troublant. Cet enfant, cette naissance ne peut être ignorée. La Bible nous enseigne à nous méfier des signes étranges. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Parfois, ce qui semble miraculeux peut être une épreuve de notre foi. » Les mots du prêtre trouvèrent un écho parmi une partie des villageois, renforçant la peur et la méfiance. Mais Marie ne se laissa pas intimider. Lorsqu'elle entendit ces discours, elle se rendit directement au presbytère pour confronter le père Dominique. « Père », commença-t-elle calmement, entrant dans la petite pièce où il étudiait des textes religieux. « Vous parlez de ce garçon comme s'il était une menace, mais vous ne l'avez même pas regardé. » Le prêtre leva les yeux, surpris par l'audace de Marie. « Ce que je dis, Marie, c'est que nous devons être prudents. Ce genre de phénomène, cela dépasse notre compréhension humaine. » Marie posa les mains sur le bureau, se penchant légèrement vers lui. « Exactement. Cela dépasse notre compréhension. Alors pourquoi insister pour le condamner? Cet enfant n'a rien demandé. Il est ici, parmi nous. Si c'est une épreuve, peut-être est-ce une épreuve de notre capacité à aimer sans juger. » Le père Dominique resta silencieux un instant, troublé malgré lui par ses paroles. Mais il secoua la tête. « L'amour ne doit pas nous aveugler face au danger. Je demanderai au diocèse de nous envoyer un expert pour examiner cet enfant. Nous devons comprendre d'où il vient. » Marie recula, son regard se durcissant. « Vous voulez dire que vous allez demander à quelqu'un d'extérieur de nous dire quoi penser? Et en attendant, que proposez-vous? Que le village le rejette ?» Le prêtre n'eut pas de réponse. Marie quitta la pièce, la tête haute,
déterminée à protéger Gabriel quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Gabriel grandissait rapidement, défiant les attentes normales des nouveau-nés. À seulement 2 semaines, il ouvrit les yeux d'un bleu éclatant et fixa Marie avec une intensité presque surnaturelle. Jean-Pierre, venu pour une visite, assista à la scène. « Il te regarde comme s'il comprenait tout ce que tu dis », murmura-t-il, à la fois fasciné et mal à l'aise. Marie sourit doucement. « Peut-être qu'il comprend. Cet enfant est spécial, Jean-Pierre. Je le sens. » Cependant, certains villageois continuaient à surveiller la maison de Marie, murmurant des prières, parfois des malédictions. Une nuit, une pierre fut jetée contre sa fenêtre, brisant le verre. Marie ne sortit pas, mais elle serra Gabriel contre elle, le berçant doucement pour le calmer. Quelques jours plus tard, une voiture poussiéreuse arriva dans le village, attirant l'attention de tous. Un médecin de la ville, appelé par le père Dominique, descendit avec sa mallette. Il s'appelait docteur Fournier, un homme pragmatique et sceptique, qui ne croyait ni aux miracles ni aux malédictions. « Alors, où est cet enfant » demanda-t-il avec une pointe d'impatience. Marie le regarda froidement. « Avant que vous ne le voyiez, docteur, je veux une promesse. Vous traiterez cet enfant comme n'importe quel autre. Pas comme une curiosité scientifique. » Fournier haussa un sourcil. « Je suis ici pour des faits, madame. Pas pour des croyances. » Marie finit par accepter, mais avec réticence. Jacques passa plusieurs jours dans le village, parlant aux habitants, observant Gabriel, et même rencontrant le père Dominique. Son article, publié quelques semaines plus tard, provoqua une onde de choc. Certains lecteurs furent fascinés, écrivant des lettres de soutien et de curiosité. D'autres condamnèrent ce qu'ils percevaient comme une folie ou une hérésie. Un jour, une foule de villageois en colère, menée une fois de plus par Étienne, se rassembla devant la maison de Marie. Ils réclamaient une action immédiate. Gabriel devait quitter le village. Le père Dominique arriva en courant, tentant de calmer la foule. « Mes frères et sœurs, je vous en prie, réfléchissez avant d'agir. » Mais Étienne était incontrôlable. « Nous ne pouvons pas laisser ce monstre rester parmi nous », cria-t-il, brandissant un bâton comme une menace. Marie, portant Gabriel dans ses bras, sortit de la maison. « Vous voulez me chasser ? Alors faites-le. Mais sachez que cet enfant n'a jamais rien fait de mal. Tout ce qu'il a apporté, c'est la vie. La peur que vous ressentez vient de vous, pas de lui. » La foule s'agita, certains baissant les yeux, d'autres murmurant des mots d'accord. Mais Étienne ne se laissa pas convaincre. Il s'avança, son bâton levé. Soudain, un éclair illumina le ciel, suivi d'un tonnerre assourdissant. La foule se figea, fixant le ciel avec effroi. Gabriel, dans les bras de Marie, émit un petit rire cristallin. L'orage, qui semblait si menaçant, se calma en quelques instants. Un murmure traversa la foule. Étienne recula lentement, son visage pâle. « Ce n'est pas naturel », murmura-t-il, avant de fuir, abandonnant son bâton. L'orage s'était dissipé aussi rapidement qu'il était venu, mais l'impact de ce phénomène sur les villageois était indéniable. Beaucoup restèrent sur place, pétrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Certains croyaient y voir une preuve de la divinité de Gabriel, tandis que d'autres y voyaient une démonstration inquiétante de son étrangeté. Jean-Pierre, debout à côté de Marie, prit une grande inspiration. « Vous voyez ? Cet enfant n'est pas une menace. Il est peut-être différent, mais cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. » Une femme dans la foule, la voix tremblante, murmura « Et si c'était un signe de protection ? Peut-être que cet enfant est là pour nous sauver. » Étienne, qui avait tenté de fuir mais restait à portée d'écoute, tourna la tête brusquement. « Vous êtes fou. Sauver quoi ? Il est né d'une vache, bon sang. Cela va contre toutes les lois de la nature. » Le père Dominique leva la main pour demander le silence. « Mes amis, ce que nous avons vu ce soir dépasse nos compréhensions. Que ce soit un miracle ou une simple coïncidence, il est clair que nous devons réfléchir. Cet enfant est ici pour une raison. » La foule se dispersa peu à peu, certains murmurant des prières, d'autres discutant à voix basse. Marie ramena Gabriel à l'intérieur, tandis que Jean-Pierre referma la porte, ses mains tremblantes d'adrénaline. Dans les jours qui suivirent, le village retrouva un semblant de calme. Pourtant, les tensions restaient palpables. Certains habitants venaient rendre visite à Marie pour offrir leur soutien ou simplement pour voir Gabriel, mais d'autres continuaient à garder leur distance, murmurant dans l'ombre. Marie, bien que fatiguée, s'efforçait de rester positive. Elle observait Gabriel avec fascination alors qu'il grandissait plus vite que prévu. À seulement 3 mois,
il babillait déjà des mots incompréhensibles, mais avec une étrange clarté dans le regard. Un après-midi, alors que Jean-Pierre réparait une clôture près de la maison, il aperçut Gabriel allongé sur une couverture dans l'herbe. Il tendit la main vers une fleur fanée, et, à sa grande surprise, la plante sembla reprendre vie. Jean-Pierre resta figé, les yeux écarquillés. « Marie » appela-t-il en courant vers elle. Elle accourut, le regard inquiet. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Jean-Pierre montra la fleur. « Regarde ça. Gabriel, il a fait quelque chose. Je l'ai vu. » Marie observa la fleur, un mélange de fascination et de peur dans les yeux. Elle se tourna vers Gabriel, qui la fixait avec son sourire innocent. « Peut-être qu'il a un don, » murmura-t-elle. Jean-Pierre hocha la tête, mais son expression trahissait son trouble. « Si les autres voient ça, ils ne comprendront pas. Ils auront peur. » La relative tranquillité du village fut brisée lorsqu'une rumeur commença à circuler. Des étrangers, alertés par l'article du journaliste, prévoyaient de venir enquêter sur Gabriel. Un groupe de scientifiques et de religieux aurait été formé pour examiner le phénomène. Lorsque la nouvelle atteignit Marie, elle sentit son cœur se serrer. Ils veulent transformer Gabriel en objet d'étude. Je ne peux pas laisser ça arriver. Jean-Pierre posa une main réconfortante sur son épaule. Nous trouverons un moyen de le protéger. S'ils viennent, ils devront passer par nous. Le père Dominique, malgré ses doutes initiaux, se rangea du côté de Marie. Lors de la messe suivante, il s'adressa directement à ses fidèles. Mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler que cet enfant, peu importe son origine, fait maintenant partie de notre communauté. Il est de notre devoir de le protéger, comme nous protégerions n'importe quel autre membre de notre village. Ces paroles touchèrent une partie des villageois, mais renforcèrent également l'opposition d'Étienne et de son groupe. Une nuit, un bruit étrange réveilla Marie. Elle se leva précipitamment et vit à travers la fenêtre plusieurs ombres se déplacer près de sa maison. Paniquée, elle réveilla Jean-Pierre. « Ils viennent pour lui », chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Jean-Pierre attrapa un bâton et sortit précipitamment. Dans l'obscurité, il reconnut Étienne et deux autres hommes, portant des torchets. « Arrêtez ça, tout de suite !» cria Jean-Pierre. Étienne s'avança, son visage tordu par la colère. « Cet enfant est un danger pour nous tous, Jean-Pierre. Si tu ne peux pas le voir, alors tu es aveugle. » Jean-Pierre leva le bâton, le pointant vers eux. « Si vous voulez toucher à Gabriel, vous devrez d'abord me passer dessus. » Les hommes hésitèrent, conscients que Jean-Pierre n'hésiterait pas à se défendre. Soudain, un cri retentit depuis la maison. C'était Gabriel. Un vent puissant souffla à travers la vallée, éteignant les torchers et projetant Étienne et ses hommes au sol. Ils se relevèrent, effrayés, et s'enfuirent sans demander leur reste. Jean-Pierre retourna dans la maison, le cœur battant. Il trouva Marie tenant Gabriel, qui s'était calmé. Elle le regarda, des larmes aux yeux. « Cet enfant, il est vraiment spécial. » Après cette nuit, Étienne quitta le village, incapable de vivre avec ce qu'il considérait comme une menace permanente. Les tensions commencèrent lentement à s'apaiser. Les villageois, bien que toujours intrigués par Gabriel, commencèrent à l'accepter comme l'un des leurs. Gabriel, quant à lui, continua de grandir, démontrant une intelligence et une sagesse inhabituelles pour son âge. Il semblait comprendre les émotions des gens autour de lui, apaisant les conflits par sa simple présence. Un matin, alors que le soleil se levait sur le village, Marie observa Gabriel jouer dans l'herbe. Jean-Pierre s'approcha, un sourire sur le visage. « Peut-être que tu avais raison depuis le début, » dit-il. Marie hocha la tête, les yeux rivés sur Gabriel. « Je n'ai jamais douté de lui. Mais je sais que son chemin ne sera pas facile. » Une nuit, quelques mois plus tard, Marie se réveilla avec une étrange sensation. Elle se leva et alla voir Gabriel, mais trouva son lit vide. Le cœur battant, elle appela Jean-Pierre, et ils se mirent à chercher dans toute la maison. Ils le trouvèrent finalement dans la grange, près de Margot, la vache qu'il avait portée. Gabriel tendait une main vers elle, et une lumière douce émanait de sa paume. Margot, qui semblait affaiblie depuis plusieurs jours, retrouva une vigueur surprenante. Marie et Jean-Pierre restèrent silencieux, émerveillés et troublés. Gabriel se tourna vers eux avec un sourire innocent, comme s'il savait qu'il l'avait observé. Margot, cependant, disparut mystérieusement le lendemain, ne laissant derrière elle qu'un petit cercle de fleurs lumineuses. Le matin où Margot disparut, le village tout entier sembla enveloppé d'un étrange silence. Jean-Pierre découvrit l'absence de la vache en ouvrant la porte de la grange à l'aube. À sa place, un cercle parfait de fleurs lumineuses scintillait dans l'herbe.
Les pétales émettaient une douce lumière dorée, comme si elles étaient baignées d'une énergie surnaturelle. Marie arriva en courant, Gabriel dans ses bras. « Margot, elle est partie », murmura-t-elle, ses yeux écarquillés devant le spectacle des fleurs. Jean-Pierre hocha lentement la tête. « Oui. Et je ne pense pas qu'elle reviendra. » Les fleurs attirèrent rapidement l'attention des villageois. Certains s'approchèrent prudemment, observant la lumière étrange qui émanait du cercle. Une vieille femme, qui se souvenait encore des légendes anciennes transmises par sa grand-mère, murmura « Ce sont des fleurs de bénédiction. Elles apparaissent quand quelque chose de sacré a quitté ce monde. » Ces paroles déclenchèrent un murmure collectif dans la foule. Était-ce un signe? Était-il possible que Margot ait joué un rôle plus grand qu'il ne l'avait imaginé? Avec le départ de Margot, les discussions dans le village commencèrent à changer de ton. Là où il y avait autrefois des craintes et des accusations, il y avait maintenant une curiosité respectueuse. Gabriel, avec son sourire et son comportement apaisant, avait conquis les cœurs de nombreux habitants. Le père Dominique, bien qu'encore troublé par les événements, décida de s'exprimer publiquement. Lors d'une messe spéciale organisée pour réfléchir aux événements récents, il se leva devant la congrégation. « Mes amis », commença-t-il, sa voix résonnant dans la petite église. « Nous avons tous été témoins de choses que nous ne pouvons pas expliquer. Nous avons vu un enfant venir au monde de manière inhabituelle, mais cet enfant n'a fait que nous montrer des signes de paix et d'espoir. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Peut-être que cet enfant est un rappel. Un rappel que l'amour et la tolérance doivent prévaloir sur la peur et la méfiance. Nous devons apprendre à accepter ce que nous ne comprenons pas. Ces mots trouvèrent un écho parmi les villageois. Même ceux qui avaient autrefois été les plus opposés à Gabriel commencèrent à se questionner sur leurs réactions passées. Au fil des mois, Gabriel montra un lien étrange mais profond avec la nature. Là où il passait, les plantes semblaient plus vertes, les animaux plus calmes. Les récoltes autour de la maison de Marie continuaient d'être exceptionnelles, attirant l'attention des agriculteurs voisins. Un jour, Jean-Pierre, en inspectant ses champs, vit Gabriel marcher parmi les plants de blé. Il tendit la main vers une tige abîmée, et elle se redressa, comme ranimée par une force invisible. Jean-Pierre observa en silence, incapable de parler. « Il est vraiment spécial », murmura-t-il plus tard à Marie. Marie acquiesça. « Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est si différent de nous. Il a simplement un don. Et c'est notre devoir de le guider pour qu'il utilise ce don pour le bien. » Avec le temps, le village retrouva une certaine harmonie. Les tensions et les divisions qui avaient autrefois déchiré la communauté commencèrent à s'apaiser. Les habitants, bien qu'encore intrigués par Gabriel, acceptèrent de plus en plus sa présence. Le cercle de fleurs lumineuses, là où Margot avait disparu, devint un lieu de réflexion et de recueillement. Les villageois venaient y prier, méditer ou simplement s'asseoir en silence. Ils y trouvaient une étrange sérénité, comme si le lieu conservait une part de l'énergie qui avait entouré Gabriel depuis sa naissance. Le père Dominique, qui avait longtemps hésité entre la foi et la raison, trouva lui aussi une sorte de paix. Il devint un ardent défenseur de l'enfant, prêchant des sermons sur l'acceptation et l'ouverture d'esprit. Gabriel continua de grandir, démontrant des capacités et une intelligence qui dépassaient de loin son âge. À 5 ans, il pouvait comprendre des concepts complexes, mais il restait curieux et joueur comme n'importe quel enfant. Un jour, alors qu'il jouait près de la rivière, un groupe de scientifiques arriva au village. Ils avaient entendu parler de Gabriel et souhaitaient l'étudier. Marie, bien qu'inquiète, les accueillit avec prudence. L'un d'eux, le docteur Bernard, tenta de rassurer Marie. « Nous ne voulons pas le traiter comme une curiosité. Nous voulons comprendre. Ce qu'il représente pourrait changer la science, peut-être même l'humanité. » Marie fixa le médecin dans les yeux. « Et si ce qu'il représente était simplement un rappel que nous devons vivre en harmonie avec ce qui nous entoure? Pourquoi toujours chercher à expliquer, à analyser, au lieu de simplement accepter ?» Le docteur Bernard resta silencieux, touché par ces paroles. Alors que les années passèrent, Gabriel devint un symbole pour le village, une figure à la fois mystérieuse et inspirante. Son histoire attira des visiteurs de loin, mais pour les habitants, il n'était qu'un des leurs. Un matin, alors que le soleil se levait sur le village, Gabriel se tint au milieu du cercle de fleurs lumineuses, maintenant fanées. Il leva les yeux vers le ciel, un sourire paisible sur le visage. « Qu'est-ce que tu vois, Gabriel ?» demanda Marie, debout à ses côtés. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une lumière intérieure. « Tout. Je vois tout. » Marie hocha la tête,
comprenant qu'elle ne pouvait pas tout saisir de ce que Gabriel représentait, mais cela n'avait pas d'importance. Elle savait qu'il était un rappel vivant de l'importance de l'amour, de la tolérance et de la capacité à accepter l'inexplicable. La présence de Gabriel dans le village, bien que maintenant acceptée, continuait d'attirer l'attention au-delà des frontières. Les scientifiques, intrigués par ses origines, cherchaient à comprendre ce qu'ils appelaient un « phénomène sans précédent ». Les journalistes revenaient régulièrement, espérant obtenir des réponses ou des images inédites. Un matin, une grande délégation arriva dans plusieurs véhicules noirs. Leur arrivée provoqua une agitation parmi les villageois, qui regardaient avec méfiance ces étrangers en costume et lunettes sombres descendre de leur voiture. À leur tête se trouvait un homme grand et mince, à l'air sévère. « Je suis le professeur Armand Lemoine », déclara-t-il, tendant une carte officielle à Marie. « Nous sommes envoyés par le gouvernement pour enquêter. » Marie, tenant Gabriel par la main, haussa un sourcil. « Enquêter sur quoi ? Cet enfant est un être humain, pas un spécimen. » Le professeur Lemoine inclina légèrement la tête, un sourire poli mais froid sur les lèvres. « Madame, nous comprenons votre inquiétude. Mais la naissance de cet enfant, c'est un mystère. Et les mystères doivent être éclaircis. » Jean-Pierre s'interposa, les mains sur les hanches. « Gabriel est un miracle, pas une expérience. Si vous voulez l'étudier, ce sera sur notre terrain, à nos conditions. » Les membres de la délégation échangèrent des regards, visiblement déconcertés par l'opposition qu'ils rencontraient. Une réunion fut organisée dans l'église du village, le seul endroit assez grand pour accueillir tout le monde. Les habitants, les scientifiques et le père Dominique se rassemblèrent sous les voûtes de pierre, créant une atmosphère solennelle et chargée de tension. Le professeur Lemoine se leva pour prendre la parole. « Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas ici pour semer la discorde. Nous cherchons seulement à comprendre. Ce que représente cet enfant pourrait être crucial pour la science, peut-être même pour l'avenir de l'humanité. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains villageois, encore méfiants, croisaient les bras, tandis que d'autres semblaient curieux de ce que les scientifiques pourraient découvrir. Marie, assise à côté de Gabriel, se leva. « Et si ce que Gabriel représente n'était pas quelque chose que la science peut expliquer ? Pourquoi ne pas simplement l'accepter comme il est, sans chercher à le réduire à des faits et des chiffres ?» Un homme dans la délégation, visiblement mal à l'aise, murmura quelque chose à Lemoine. Ce dernier hocha la tête, avant de répondre. « Madame, je comprends vos préoccupations. Mais ce garçon est spécial, et il est de notre responsabilité de... » « De quoi ?» interrompit Marie, sa voix montant d'un cran. « De le protéger ? Ou de le contrôler ?» Quelques jours après la réunion, le père Dominique, toujours tiraillé entre sa foi et la réalité qu'il vivait, fit une découverte surprenante dans les archives de l'Église. En fouillant dans de vieux manuscrits, il tomba sur un texte ancien relatant une légende oubliée, celle d'un enfant né d'un animal sacré, destiné à guider une communauté vers un avenir meilleur. Intrigué, il emporta les documents à Marie. « Regardez cela », dit-il, déposant un livre poussiéreux sur la table de sa petite cuisine. Marie parcourut les pages, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle lisait. Les mots semblaient correspondre à Gabriel. Un enfant avec un lien spécial avec la nature, un don pour apaiser les conflits, et une origine mystérieuse. « Vous pensez que c'est une prophétie ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Le prêtre haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, cela signifie que Gabriel n'est pas une anomalie. Il est exactement là où il doit être. » Malgré ces révélations, les scientifiques refusèrent de partir sans obtenir de réponse concrète. Une nuit, alors que tout le village dormait, un petit groupe tenta de s'introduire dans la maison de Marie pour prendre Gabriel. Mais dès qu'ils franchirent le seuil, une rafale de vent surgit de nulle part, projetant les intrus à l'extérieur. Les arbres autour de la maison se mirent à osciller dangereusement, leurs branches craquant comme un avertissement. Marie se réveilla en sursaut et courut à la fenêtre. Elle vit Gabriel, debout au milieu de la pièce, les yeux grands ouverts. Une étrange lumière dorée semblait émaner de lui. Jean-Pierre, qui accourait depuis la grange, observa la scène avec stupeur. « C'est lui. Il nous protège. » Les scientifiques, terrifiés, s'enfuirent sans demander leur reste. Après cette tentative, le gouvernement rappela ses envoyés, admettant qu'il n'y avait rien à gagner à s'opposer au village. Les habitants, renforcés par cette victoire, se rassemblèrent autour de Marie et de Gabriel. Un soir, lors d'un rassemblement près du cercle de fleurs lumineuses, Jean-Pierre se leva pour parler. « Nous avons tous vu des choses que nous ne comprenons pas. Mais une chose est claire, Gabriel est un cadeau. Et c'est à nous de veiller sur lui. »
pas de le craindre. Le père Dominique ajouta, peut-être que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Peut-être que notre rôle est simplement d'aimer et de protéger. Ces paroles scellèrent une nouvelle ère pour le village. Les habitants, autrefois divisés, trouvèrent une unité inattendue grâce à Gabriel. Gabriel grandit, devenant une figure respectée et aimée du village. Il continua à démontrer des capacités extraordinaires, mais il resta avant tout un enfant, curieux et plein de vie. Un matin, alors qu'il se tenait au sommet d'une colline, Marie le rejoignit. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-elle doucement. Gabriel pointa l'horizon. « Je vois quelque chose qui vient. Pas un danger, mais une lumière. Quelque chose de beau. » Marie posa une main sur son épaule, le cœur rempli d'une étrange sérénité. « Peu importe ce qui vient, nous serons prêts. » Les fleurs autour d'eux, comme en réponse, s'épanouirent dans une explosion de lumière dorée. Voici la dernière partie de l'histoire, pour conclure avec force et profondeur, tout en explorant les thèmes d'espoir, de mystère et de l'acceptation de l'inconnu. Les années passèrent, et Gabriel devint un jeune homme, sa présence marquant profondément le village. Là où il y avait autrefois de la peur et de la méfiance, il y avait maintenant de l'harmonie. Les habitants avaient appris à vivre avec l'inexplicable, à accepter que certaines choses dépassaient leur compréhension. Jean-Pierre, qui avait autrefois hésité à croire en Gabriel, était devenu son protecteur et mentor. Il lui enseignait les valeurs de respect, de travail et de résilience. Quant à Marie, elle continuait de veiller sur lui avec amour, le voyant comme un lien vivant entre le ciel et la terre. Un jour, alors que Gabriel aidait Jean-Pierre dans les champs, il se tourna vers lui avec un regard pensif. « Pourquoi les gens avaient-ils si peur de moi au début » demanda-t-il. Jean-Pierre, les bras appuyés sur une pelle, réfléchit un moment avant de répondre. « Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ce que l'on ne comprend pas, on le redoute souvent. Mais tu leur as appris qu'il n'y avait rien à craindre. » Gabriel hocha la tête, un sourire paisible sur les lèvres. « Peut-être que ma place est ici pour ça. Pour montrer qu'il n'y a rien à craindre dans l'inconnu. » Un matin, une vieille voiture s'arrêta à l'entrée du village. Le journaliste Jacques Dupont, qui avait autrefois écrit sur Gabriel, en descendit, visiblement ému de revenir sur les lieux. Il trouva Marie près de la maison, occupée à ramasser des herbes pour ses remèdes. « Madame, » dit-il en retirant son chapeau, « cela fait des années, mais je n'ai jamais pu oublier cette histoire. Je devais revenir. » Marie le regarda avec bienveillance. « Vous cherchez encore des réponses, n'est-ce pas » Jacques hocha la tête. « Oui. Mais je pense que je cherche aussi autre chose. Une sorte de paix. » Elle l'invita à rester pour le déjeuner. Autour de la table, Jacques observa Gabriel, maintenant un jeune homme confiant et charismatique, interagir avec les habitants du village. Il semblait comprendre chaque personne, apaisant leurs doutes par sa simple présence. Après le repas, Jacques se leva pour partir. « Je ne sais pas si j'ai trouvé toutes les réponses, » admit-il. « Mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, l'espoir. Merci. » Une nuit, alors que les étoiles brillaient intensément dans le ciel, Gabriel se leva de son lit, comme poussé par une force invisible. Il sortit silencieusement de la maison et marcha jusqu'au sommet de la colline surplombant le village. Marie, sentant son absence, se réveilla et le suivit. Elle le trouva debout, regardant l'horizon, une lumière étrange émanant de lui. « Gabriel » appela-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, son visage illuminé d'un sourire paisible. « Maman, ma place ici touche à sa fin. Mais je resterai toujours avec vous. » Marie sentit son cœur se serrer. « Tu vas partir » Gabriel hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas un adieu. Je suis une partie de ce village maintenant. Une partie de toi. » Alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient le ciel, Gabriel disparut dans un éclat de lumière dorée, laissant derrière lui un cercle de fleurs scintillantes. Les habitants, bien que dévastés par la disparition de Gabriel, trouvèrent une profonde sérénité en se rassemblant autour du cercle lumineux qu'il avait laissé. Ce lieu devint un symbole d'unité et de réflexion, attirant des visiteurs du monde entier. Jean-Pierre, debout à côté de Marie lors d'un de ces rassemblements, murmura « Il nous a changés. Pas seulement le village, mais chacun d'entre nous. » Marie hocha la tête, des larmes aux yeux mais un sourire sur les lèvres. « Oui, et il continue de vivre en nous. Chaque fois que nous choisissons l'amour au lieu de la peur, nous honorons Gabriel. » Le village prospéra, devenant un exemple pour d'autres communautés. L'histoire de Gabriel, transmise de génération en génération, devint une légende, un rappel que même dans l'inconnu, il pouvait y avoir beauté et espoir.
Des années plus tard, alors que Marie était assise seule près du cercle de fleurs, elle sentit une brise douce caresser son visage. En levant les yeux, elle crut voir la silhouette de Gabriel dans la lumière du coucher de soleil, lui souriant avant de disparaître. Elle ferma les yeux, le cœur rempli de gratitude. « Merci, Gabriel.